Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans Dimanche Politique, un programme co-organisé par Eden Télévision et Diaspora FM 102.3. Vous le savez, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, est porté au pouvoir il y a plus de 15 mois. Aux premières heures de sa prise de fonction, il s'est affiché pour des réformes gages d'une gouvernance saine et assez sur les résultats. Du fait des conséquences des mesures hardies, l'on lui reproche de ne plus faire du social. Pourtant, malgré sa volonté de faire des réformes majeures, notamment économiques, pas toujours populaires, appelons-le, parce que pas facile à faire adhérer, le volet social n'a jamais été vraiment absent dans son plan d'action, estime ses proches collaborateurs. Selon le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel pour le compte de la période 2018-2020, présenté le 30 juin 2017 devant les députés à l'Assemblée nationale à Porto Novo par le ministre d'État chargé du développement, Abdelbio Tchané, plusieurs actions sont prévues dans le secteur social pour le compte de l'année 2018. D'autres encore ont été déjà engagées. Quelles sont ces réformes déjà engagées par le gouvernement de Patrice Talon et quelles sont les réformes à venir? Voilà, entre autres, les questions que nous allons essayer de poser à notre invité. Quand viendra le moment de boucler cette émission, 90 minutes d'émission, rappelons-le, on va s'intéresser à un pan de l'actualité internationale, notamment le prélèvement de 0,2% sur les importations ayant trait aux produits non africains, une décision prise lors du dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Voilà les questions que nous allons essayer de poser à notre invité. Avec moi sur ce plateau pour conduire ce décryptage de l'actualité du Bénin, James William Gbagidi, bonjour. Bonjour à vous, Tranquillien Akat Benotin, et bonjour à tous nos amis téléspectateurs et bien sûr à tous les auditeurs qui nous suivent sur Diaspora FM. Nous allons vous présenter maintenant cette personnalité qui nous rejoint aujourd'hui pour cette émission de Dimanche Politique. Il a la quarantaine, toute fraîche, c'est lui-même qui le dit. Ceux qui le voient lui en donnent beaucoup moins. Ceux qui l'entendent uniquement à la radio lui en donneraient beaucoup plus. Il a fait ses études primaires à Adjara. Il s'est retrouvé ensuite à Port-Gentil, au Gabon bien entendu. Il est revenu, on l'a retrouvé à Semek-Boudi. Et puis pour les études secondaires, on a trouvé sa trace à Kobe, à Cotonou, notamment au collège catholique Père au Pied et au CEG Saint-Rita de Cotonou. Nanti d'un baccalauréat série A1, bien entendu, donc bac littéraire philosophie en 1992. En 96, il a suivi une formation universitaire en droit, sciences juridiques, droit de l'affaire et carrière judiciaire. Il s'est inscrit très vite dans ce qu'il appelle les écoles pratiques du journalisme, c'est-à-dire que pendant son parcours universitaire, il était déjà journaliste dans plusieurs organes de presse écrite, notamment L'Œil du Peuple. Vous vous souvenez peut-être, Le Patriote, L'Araignée, l'un des premiers journaux, sinon même le premier journal sur le web au Bénin. Et puis, il a atterri à La Nation. C'est là qu'on l'a le mieux connu. Aujourd'hui, son parcours politique, s'il faut lui définir un parcours politique, il s'en défend. Il se dit plutôt aux côtés du peuple. On l'a vu avec un homme politique pendant les dernières joutes électorales, mais il dit que c'est pour le peuple. Il préférerait être vu non pas comme un homme politique, mais comme un homme d'État quand viendra le moment. Il est surtout un amoureux, comme il le dit, du Bénin. Il passe son temps, chaque fois que de besoin, à remplacer les emblèmes, les pavillons nationaux sur les immeubles sur lesquels le pavillon national, le drapeau, pour ceux qui ne savent pas, en tout cas, le drapeau est en piteux état et il rêve. Quand sera venu le moment, dans très longtemps, j'espère, dans très très longtemps, quand sera venu le moment que sur son cercueil soit étalé, bien entendu, le drapeau national pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui connaissent ce patriote, il s'agit ni plus ni moins de Wilfrid Léandre Rongwedji. Il est directeur de la communication de la présidence de la République. C'est lui que nous recevons pour vous pour ce nouveau numéro de Dimanche Politique. Wilfrid Léandre Rongwedji, bonjour. Bonjour les amis, bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs. Merci d'accepter notre invitation sur cette émission. Nous avons avec vous connu un Wilfrid Léandre Rongwedji qui a une réputation collée à la peau, en tout cas
durant le régime précédent, c'est celui de l'iconoclaste insoumis, de l'opposant cartésien. Ne pensez-vous pas un peu que c'est pour cette raison, pour ne pas avoir affaire à une personnalité comme vous, que le nouveau régime, en accédant au pouvoir, a décidé de vous associer? Je vous remercie pour l'honneur et pour l'invitation. Je vais vous dire d'emblée que je ne crois pas une seule seconde que cela ait pu compter. Pour la simple et bonne raison que j'avais moi-même décidé quelque temps avant l'élection présidentielle de 2016 de me mettre en congé de la profession, justement pour ne pas faire de mélange de genres. Parce que je suis un homme fondamentalement honnête et mon éducation ne me permet pas justement de faire dans le mélange des genres. J'ai décidé en toute bonne conscience de prendre mes congés du métier, de m'engager. Mais il est vrai que à l'issue des résultats de l'élection présidentielle, je ne m'attendais pas particulièrement à prendre une responsabilité. J'ai été pressenti, appelé, et puis j'y suis, et je ne crois pas qu'il s'agisse dans la démarche de ceux qui m'ont identifié et proposé pour ces fonctions de faire taire quelqu'un. D'autant plus que, même de l'intérieur, je suis qui je suis. Je n'ai pas changé. Et 9 mois, ce serait insignifiant, mais proprement insignifiant, pour prétendre changer un homme dont vous décrivez vous-même le caractère. Il reste que le combat mien, qui a consisté ces dernières années, je dirais même depuis ces 20 dernières années où j'ai été à la pratique journalistique, ce combat, il se fait non plus sur la place publique, mais de l'intérieur ou de notre position. On essaye d'apporter notre contribution à la réflexion. Et croyez-moi, c'est bien de cela qu'il s'agit et c'est comme cela que ça se passe. Parce que quand on n'y est pas, on a tendance à croire que les choses ne se passent pas comme on voudrait soit qu'elles se passent. Monsieur le directeur, Monsieur Wilfried Aurélien Dongouidi, vous êtes le directeur de la communication à la présidence de la République. Comment s'exercent ces fonctions dans un contexte du Bénin d'aujourd'hui où il y a des rumeurs qui circulent sur la santé du président de la République? Bon, aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Internet et nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Il y a 20 ans, quand le président Kérékou, j'occulte le passage du président Soglo, sous le président Kérékou, revenu démocratiquement, c'était encore exclusivement le téléphone filaire. Et quelques temps après, le GSM. Et aujourd'hui, nous sommes en plein dans la société de l'information. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux où effectivement, on a de bonnes raisons de nous préoccuper de l'usage que l'on fait de cet outil merveilleux que la technologie a mis à notre disposition. Et donc, on aborde les fonctions qui sont les miennes et celles de mes collègues à la direction de la communication avec beaucoup de tact, beaucoup de sang-froid aussi, pour ne pas être amené à devoir faire des démentis tous les jours. Et parfois, on s'amuse de l'imagination fertile de certains de nos compatriotes qu'à titre personnel, je salue pour leur génie et que j'inviterai humblement à mettre ce génie-là, s'entend, au service du bien, au service du Bénin. Parce que seul le Bénin est grand et nous, à côté, on est portion insignifiante. Et vous parlez de la santé du chef de l'État qui, si vous me permettez de décrire un peu, et pour être fondamentalement honnête avec vous, quand le chef de l'État a quitté Cotonou le 24 mai, aucun de nous, ni lui-même, ne savait qu'il allait se faire opérer. Je voudrais expliquer parce que je suis face à nos compatriotes pour que les gens comprennent ce qui a pu se passer pour qu'ensuite cette rumeur prenne autant d'ampleur. Le président Talon était parti à peu près 10 jours plus tôt dans un périple qu'il a conduit en Arabie Saoudite et ensuite en Inde. Quand il partait, c'était prévu un séjour de 2 semaines. Mais une fois en Inde, aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, quand le premier et le deuxième jour sont passés et qu'il a eu livré le message qui était le sien, il a considéré, et c'est sa particularité, qu'il n'avait plus rien à faire en Inde autrement que de perdre du temps. Et il est revenu donc, disait-il, ce mercredi 24,
pour ne pas rater précisément 2 conseils des ministres. Il est arrivé à 4 heures du matin. Nous avons tenu conseil des ministres de 11 heures à 13 heures. À 17 heures, il a pris une réunion autour du financement du PAG avec les principaux ministres et responsables d'agences. Cette réunion s'est achevée autour de 23 heures. Je dois préciser que en finissant le conseil, il nous a dit qu'il devait repartir en soirée parce qu'il avait rendez-vous avec ses médecins pour un bilan. Bilan de santé. Pour un bilan. Et donc, s'il a refusé de manquer 2 conseils des ministres de suite, c'était clair dans sa tête et dans la note qu'il allait pour son bilan traditionnel et qu'il revenait pour le prochain conseil des ministres. Après, c'est vrai que le silence autour a fait que même nous de l'intérieur, on s'est inquiété à un moment donné. Mais c'est quand il est rentré et qu'il nous a expliqué ce qu'il a vécu. Et croyez-moi, c'est poignant. Quand il vous raconte, on est ému aux larmes de voir ce qu'il a dû vivre. Donc, il a subi 2 interventions chirurgicales, comme il a signalé lui-même, alors qu'il n'était pas parti pour ça. Cela a nécessité un temps d'observation et de convalescence. Et vous le connaissez un peu. Aujourd'hui, c'est vrai, il est un homme public. Mais moi, en 20 ans de journalisme politique, je peux vous confesser que la première fois que j'ai rencontré ce monsieur, c'était dans l'entre-deux tours des élections. Cela peut traduire la discrétion qu'il y a autour de sa personne et le fait pour lui de ne pas aimer se répandre dans les médias. Ce que certains de nos compatriotes, à raison je pense, ne comprennent pas. Et donc voilà ce qui s'est passé dans la période pour que les rumeurs aillent dans tous les sens. À l'arrivée, le 18 juin, il est rentré. Il a tenu un conseil extraordinaire le lendemain et par souci de transparence, ce qui est inédit dans notre pays, je dirais même sur notre continent, pour ne pas dire dans le monde, et James William Gbagidi, qui est internationaliste par ailleurs, peut nous dire si c'est courant de voir des leaders nationaux exposer ainsi leur état de santé devant leur population. Donc il nous a fait le point, il a expliqué, tenu le conseil extraordinaire, et puis rassuré qu'à l'arrivée, ça allait bien, mais qu'il devait incessamment repartir pour faire un nouveau bilan et s'assurer que tout va bien. C'est ce qui a justifié que 2 semaines après, il soit reparti sur Paris, fait ses bilans, et puis il est rentré mardi dernier à nouveau. Mais là, il nous a dit le lendemain en Conseil des ministres que les bilans sont effectivement concluants. Et nous-mêmes nous l'avons vu physiquement, il est beaucoup plus requinqué qu'il ne l'était quand il est rentré le 18. Et pour ceux qui sont impatients de le voir, je vais leur dire que c'est dans les prochains jours, pour ne pas dire dans les prochaines heures. Si ça avait été un homme friand des médias, toutes les dispositions que nous avions prises pour que son retour au pays soit su de tout le monde et sans ambiguïté, il aurait applaudi. Certains de ses soutiens politiques ont envisagé même de déplacer des foules à l'aéroport pour l'accueillir quand ils ont appris, durant les rumeurs, qu'il avait été souffrant. Et c'est lui, encore une fois, qui a dit non. J'ai promis aux Béninois qu'il n'y aurait pas de culte de la personnalité sous mon mandat. Et je ne comprendrai pas que vous profitiez de mon état pour faire venir des foules à l'aéroport. C'est ce qui s'est passé. Et dans les prochains jours, vous aurez l'occasion de le voir, fringant de forme, la même détermination. Et vous vous convaincrez, cela pour ceux qui doutent encore qu'il soit au pays. Pour ceux qui l'ont vu déjà dans un cercueil. Pour ceux qui l'ont vu paralysé. Non, pas vous. Pour ceux qui l'ont vu paralysé. Pour ceux qui l'ont vu dans le coma. Tous ceux-là, ils auront le bonheur de le voir à l'œuvre et de se convaincre définitivement que l'homme est là, sur ses 2 pieds, au front lui-même, menant la barque du Bénin vers des lendemains meilleurs. Nous y croyons fondamentalement. Et vous le disiez, le président Patrice Talon est contre le culte de la personnalité. On a vu durant le régime précédent ces grands rassemblements organisés tout le temps pour chanter la gloire du chef de l'État de l'époque et tout ça. Mais pendant la période d'indisponibilité du chef de l'État, du président Patrice Talon, on a connu quelques pratiques semblables dans la promotion du programme d'action du gouvernement. On a vu des meetings qui ont été organisés. Est-ce que ça aurait été du goût du chef de l'État s'il avait été en mesure de dire oui ou de dire non en ce moment-là? Vous avez la réponse, cher ami Gbagidi.
savez bien. Ce qu'il s'est observé, c'est que les acteurs du pouvoir, ministres, responsables à divers niveaux, comme des soutiens du pouvoir, ont organisé des meetings de sensibilisation, d'information autour du programme d'action du gouvernement. Oui. La personne du chef de l'État n'était pas au cœur de ces actions. Il a pu arriver ici ou là qu'à l'occasion de ces meetings, effectivement, des gens parlent du chef de l'État, mais vous savez très bien qu'à titre personnel, il n'aurait pas voulu. Et je vais vous dire, par exemple, quand il repartait la dernière fois, si j'avais commis l'erreur de prendre son avis sur l'idée de dire qu'on va annoncer, on va faire ceci, il m'aurait dit non. Nous, on s'est débrouillé pour faire savoir à l'opinion que le président repartait et que le président est rentré. Voilà. Dites-nous, M. Wilfried Ngoudji, on va d'abord aborder le volet politique de l'action publique. Entre-temps, on a entendu parler de la normocommunication. Est-ce que c'est toujours de mise aujourd'hui? Parce que nous avons en face de nous le directeur de la communication à la présidente de la République. Ma seule présence devant vous est la réponse. Vous avez la réponse à votre préoccupation. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans le schéma de la normocommunication. Désormais, le gouvernement entend communiquer autour de toutes ces actions. Nous avons parfois souffert. Et je suis honnête avec vous. Nous avons parfois souffert parce qu'à ce niveau de responsabilité, et faire la communication en général, c'est le sujet principal lui-même qui donne le tempo de ce que doit être sa communication. À plus forte raison, quand on doit la faire pour un leader national, un homme politique de cette envergure. Nous avons parfois souffert de la timidité de notre chef vis-à-vis des médias, vis-à-vis de l'opinion publique. Parce qu'il n'a pas manqué de bons motifs d'aller sur le terrain comme d'autres. Il ne nous a pas manqué des motifs, surtout que nous avons un bon produit. Le chef de l'État, tout le monde sait, c'est quelqu'un d'assez cultivé, de racé, et que l'on gagnerait à promouvoir dans les médias. Mais c'est encore lui qui dit « tempo, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas ». Donc nous avons parfois souffert de cela. Mais autant que nous pouvons le rattraper, par nos moyens, par les collaborateurs, nous nous y mettons. Et je vous dis, vous parlez de normocommunication, ma présence devant vous est la réponse qui convienne à votre préoccupation. Je penserais, j'irais jusqu'à penser, après, que c'est l'échec du projet de révision de la Constitution qui a changé les choses. Allez-vous nous démentir? Je démentirais que je ne vous convaincrai pas. Parce que dans tous les cas, il y a eu un déclic à ce moment-là. Il y a eu un déclic. Et là encore, pourquoi? De l'intérieur, on ose se le dire. Parce que le chef de l'État a voulu faire les choses de façon tellement civilisée, comme on voit ailleurs et qu'on admire, évidemment, que nous avons été pris de court. Les gens nous feront le reproche, par exemple, et certains l'ont fait, après que le chef de l'État lui-même fut passé sur les plateaux de télévision, après le vote de l'Assemblée, pour expliquer. Parce qu'avant la transmission du projet à l'Assemblée nationale, il était décidé qu'il n'y ait aucun bruit autour, juste pour la courtoisie envers la représentation nationale à qui on réservait la primeur du contenu du projet de révision. Cela a fait que pendant ce temps, et je ne vous apprends rien, d'autres ont occupé le terrain en répandant que nous voulions faire une révision en catimini et qu'on n'en voulait pas. Si bien que quand le projet a été transmis à l'Assemblée nationale, et vous nous ferez la grâce de reconnaître que le même jour, au sorti du Conseil des ministres qui a décidé, qui a adopté le projet et qui a décidé de l'envoi de ce projet à l'Assemblée nationale, ce même jour, le projet était sur les réseaux sociaux, mis à la disposition des médias, et le lendemain, il était publié dans les journaux. Donc il y avait, au fond, aucune volonté de cacher quoi que ce soit. Mais la philosophie du chef de l'État et de son gouvernement, qui était de respecter les normes et principes, de réserver la primeur de l'information à l'Assemblée, plutôt qu'elle découvre dans les médias avant de recevoir, cela nous a joué des tours et l'on doit à l'honnêteté de le reconnaître. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu un déclic, effectivement, en tout cas, au sein de certains collaborateurs du chef d'État qui ont dit « nous ne nous laisserons plus prendre à ce jeu-là ». Et donc, quand il faut forcer parfois les choses pour lui arracher des concessions, on le fait, quitte à ce qu'il découvre et qu'il nous dise « oh, je ne suis pas favorable bien ».
bon, finalement, vous avez raison. Dernier sujet à évacuer avant d'aborder le volet social du programme d'action du gouvernement. Le mandat unique est-il toujours d'actualité? Le président de la République vous a dit que nous aviserons. Et à l'occasion, nous aviserons. Que signifie aviser pour le chef de l'État? Parce que c'est un verbe dans la signification, quand bien même c'est dans le dictionnaire, vos concitoyens n'arrivent pas à décrypter ce message du chef de l'État. Eh bien, ça signifie ce que ça signifie. Nous aviserons à l'horizon 2021. La seule chose qui compte actuellement, c'est l'engagement du gouvernement et de son chef de tenir le cap malgré les aspérités du terrain pour faire en sorte qu'à 2021, l'engagement majeur qui consistera à améliorer les conditions de vie des populations soit une réalité tangible et que dans notre pays, nous vivions mieux que nous ne l'avons fait ces dernières années, aussi bien au plan général de l'environnement physique de vie qu'au plan économique et au plan social. C'est à cela que nous nous attelons avec la conviction, la certitude même, je dirais, que les moments les plus durs sont passés, les moments durs sont en train de passer et que dans 3 ans, dans 4 ans, au bout du rouleau, beaucoup de nos compatriotes diront « Ah oui, cela valait la peine. Nous avons souffert. » Parce que pour bâtir haut, il faut creuser profond. Si vous ne creusez pas en profondeur, c'est en vain que vous aspirerez ensuite à élever les étages, à élever les immeubles jusqu'à un niveau appréciable. Et donc, pendant qu'on creuse, en général, les passants qui regardent ou les curieux qui regardent ne savent pas pourquoi on creuse. Ils se demandent même à quoi va servir ce trou. Est-ce que c'est pour y jeter des ordures? Est-ce que c'est une sépulture? Est-ce que... Et quand ils commencent à voir la fondation, ils voient les murs s'élever, ils voient les cloisons se dessiner, ils se disent, oh oui, il y a un projet ici, et c'est à cela que nous nous attelons. En reconnaissant honnêtement que c'est difficile pour nos compatriotes, comme pour nous tous. Je n'ai pas envie de vous dire, mais pour ceux qui pourraient en douter, pour que vous croyez, vous avez vu des gens au gouvernement et autour des années écoulées. Ça fait 9 mois que je suis en poste avec mes collègues. Je peux vous dire que nous n'avons pas encore les véhicules de fonction auxquels nous avons droit. Je peux vous dire que le président de la République a fait réduire au palais de la République les primes que les gens percevaient sous l'ancien régime. Non seulement il les a réduites, mais ensuite il les a circonscrites uniquement aux fonctionnaires, en disant que les gens qui ne sont pas fonctionnaires, qui sont venus du privé ou du para-public et qui ont un contrat, n'auraient pas droit à cela. Donc, on comprend très bien, nous de l'intérieur, on vit ça, et on comprend davantage nos compatriotes quand ils se plaignent en disant que la situation est difficile. Mais on est convaincu que cela va s'améliorer. Très bien, nous allons maintenant aborder la question du volet social. 15 mois après l'accession au pouvoir du président Patrice Guillaume Athanase Talon, il me semble, et vous en conviendrez peut-être avec moi, qu'il y a une fin de l'état de grâce que l'on remarque. Il y a beaucoup de critiques dans l'opinion publique aujourd'hui. Est-ce que l'image de Patrice Talon n'a pas pris un coup ces derniers temps? Sans aucun doute, et il en va ainsi pour tous les bâtisseurs. Vous avez rappelé un peu tout à l'heure mon passé de journaliste. J'avais l'habitude de dire, sous l'Ancien Régime, et je l'ai d'ailleurs écrit noir sur blanc, qu'en dépit de son volontarisme que je ne lui ai jamais dénié, le péché majeur, de mon point de vue, de l'ancien chef de l'État, c'était justement d'avoir peur d'être impopulaire. C'était le titre d'un chapitre de mon livre « Scandale Souyaï ». La peur de l'impopularité. Et je suggérais déjà que le bâtisseur ne doit pas avoir peur d'être impopulaire parce que l'histoire témoignera toujours pour lui. Donc c'est vrai que quand on a décidé de bâtir et que cela nécessite les décisions difficiles, impopulaires à prendre, mais qu'on les prend quand même, il est normal que l'on soit incompris et il est normal aussi que votre image prenne un coup. De tout cela, le chef de l'État est conscient et croyez-moi, c'est encore lui qui nous remonte le moral. Quand autour de lui,
on a l'occasion de lui dire, mais président, les gens nous critiquent, les gens pensent qu'il dit oui, c'est normal, tout ça. Moi, je comprends les Béninois qui me critiquent, je comprends leur soif, mais je peux vous rassurer, à la fin, ils vont nous applaudir. Et nous serons tous heureux d'avoir contribué à cette épopée du Bénin pendant ce quinquennat. Le désamour entre le président de la République et une partie de la population a notamment commencé après l'exécution des opérations de déguerpissement des espaces publics. Est-ce qu'elles ont été très bien pensées? Vous voulez qu'on refasse l'histoire? Vous voulez qu'on refasse l'histoire? Quelle que soit l'action que vous allez vouloir engager, il faut, à un moment ou à un autre, se décider à faire le pas. C'est le proverbe chinois qui dit que le plus long voyage commence par un premier pas. Et je ne vous apprends rien, j'ai été journaliste politique, vous êtes journaliste, et en même temps nous vivons dans la société et nous voyons notre attitude ou nos attitudes. N'importe quel gouvernement donnerait 5 ans, 10 ans aux populations pour partir. Vous conviendrez avec moi qu'au bout du rouleau, il y a des gens, pour ne pas dire que la plupart ne partiraient pas. Dans le cas d'espèce, le gouvernement a donné 6 mois, c'est 6 mois et demi à l'avance que la mesure a été annoncée. Il est vrai que c'est une mesure impopulaire. C'est une mesure qui n'a pas été non plus prise de gaieté de cœur. Mais est-ce que la communication a été véritablement... Je ne veux jeter la pierre à personne. La mesure a été prise avant notre arrivée, d'accord, mais c'est une mesure dont nous sommes comptables parce que c'est une mesure du gouvernement. Et nous-mêmes, à un moment donné, nous avons fait le point, ça c'est pour vous dire, puisque vous parlez de communication, nous avons fait le point et nous avons dit, tiens, il faut que l'on accentue la communication. C'est ce qui nous a amené dans la période à commander des spots, demander à des artistes qui ont fait des spots pour sensibiliser les gens. On aurait mis 1 an, on aurait mis 2 ans à sensibiliser, que dans tous les cas, au moment de l'exécution, il y aurait eu des mécontents parce que les gens ne seraient pas partis ailleurs, parce que les gens n'auraient pas eu dans l'immédiat d'autres solutions. Mais ce qui importe pour moi, c'est l'après. Et je vous suggère d'envoyer des reporters sur certaines artères majeures de Cotonou et vous verrez comment nos compatriotes, nos mamans, nos frères ont commencé à arranger leurs devantures, à arranger les boutiques et ça fait plus beau. C'est déjà fait. Est fier de l'avoir fait, nous l'avons fait à plusieurs reprises d'ailleurs, dans plusieurs villes du Bénin. Voilà, et vous avez dû remarquer ce que je dis. Et l'air circule mieux. Moi, je suis du peuple. On ne peut pas prétendre, si on est au pouvoir ou à côté des autorités, on ne peut pas prétendre être au-dessus du peuple. Il m'arrive de descendre, d'aller m'asseoir sur des briques, discuter avec les gens. Les gens rencontrent, qui a posteriori nous disent, oui, à chaud, nous n'avions pas compris. Mais aujourd'hui, nous voyons bien qu'il fallait ça et ça nous fait du bien. Il y a d'autres encore qui continuent à dire, parce que la douleur est là. Oui, mais ce n'était pas bon dans tous les cas pour nous, il fallait nous laisser là. Mais vous serez d'accord avec nous que parfois, il faut ça, un peu de douleur, pour après pouvoir se réjouir d'avoir fait de grandes choses. Et celui qui vous parle peut témoigner là-dessus. Je n'ai aucune honte à dire que j'ai repris ma classe de 3e en étant titulaire de mon BEPC parce que j'ai manqué de peu la moyenne de passage. Et mes parents m'ont dit, tu reprends la classe. Et mon directeur au CG, Père Opia, m'a dit, on me dit, le BPC, ce n'est pas un diplôme pour aller en seconde. Et j'ai repris. Peut-être avec la douleur. Je dirais même que j'ai repris 3 semaines après la rentrée. Et comme je n'avais pas fait une nouvelle tenue kaki, j'ai remis ma culotte kaki avec 2 yeux peut-être sur les fesses. Peut-être. Et avec le recul, je ne regrette pas d'avoir repris. Il y avait de la douleur en ce moment-là, mais après, je crois que ce fut plutôt très bien pensé. N'y a-t-il pas là un exemple un peu déplacé par rapport à celui à cette bonne dame qui était au bord de la voie, qui vendait sa petite sa bouillie, qui vendait peut-être son akassa et qui aujourd'hui est contrainte de rester dans sa maison, qui n'a plus de clients, qui n'a plus de quoi nourrir ses enfants? Dans mon cas, quand moi j'avais plus de 9,50 et que j'ai eu mon BPC mais que je reprenais, je me souviens très bien, je ne donnerai pas son nom ici, mais j'avais un camarade de classe qui avait 8,
qui n'a pas eu le BPC, mais qui a fait transfert pour commencer la seconde ailleurs. Et il mettait pantalon, et moi j'étais encore en culotte. Vous voyez ce que ça peut représenter. On comprend très bien. Oui, mais vous mangez à votre faim. Ah, c'est relatif. Mais on comprend très bien ce que vivent les personnes dont vous parlez. Mais en même temps, on veut projeter ce qu'il y a de bien. Et vous voyez, le gouvernement, en fait, n'a jamais demandé aux bonnes dames, aux occupants de l'espace public de ne pas faire leur commerce. Ce que nous avons fait, c'était aussi une façon d'inciter les gens qui ont leur maison en bordure des artères, de les inciter à réaliser des petites boutiques. Même si vous avez 4 mètres carrés et que les deux bonnes dames, celle qui vend à Bobo, celle qui vend du Rio Kati ou celle qui fait à Takpo-Teliko, elles s'entendent pour alterner qu'en matinée, celle qui vend du riz plus à Bobo et Vanzou et tout ça l'occupe, qu'en soirée, celle qui fait à Takpo-Teliko vienne à l'occuper et qu'elles se cotisent pour payer, alors qu'avant, une seule était sur la place publique et payait peut-être 12 000, 18 000 aux propriétaires, vous ne voyez pas qu'il y aurait une avancée. En même temps que sociologiquement, on aurait commencé à travailler sur le vivre ensemble, le travailler ensemble, le réussir ensemble, tant on nous prête au Bénin d'être trop individualiste. C'est aussi cela l'objectif recherché, c'est faire en sorte que l'on améliore les choses. On comprend très bien qu'il y ait des gens qui, peut-être par manque de moyens pour louer des espaces, se retrouvent sur le domaine public. Mais aujourd'hui, vous allez à Weiho, vous allez à Misebo, et vous avez vu que la phase pilote du projet asphaltage a commencé. Je vous donne rendez-vous dans 2 mois, maximum dans 3 mois, parce que là, il pleut. Ça fait partie des conjonctures qu'on gère. Il se peut que les travaux prennent un coup. Mais dans 3 mois, en principe, c'est censé durer 2 mois. Ce sera fini et vous aurez un aperçu, grandeur nature, de ce que sera Cotonou quand le projet asphaltage va être réalisé. On sera sur le terrain. Pour vous qui nous suivez sur Diaspora FM 102.3, sachez que nous recevons pour vous le directeur de la communication de la présidence de la République, M. Wilfried Léandre-Ngouedi. Les programmes de microcrédit sont de retour. D'abord, pourquoi cette suspension qui a duré trop longtemps? Merci pour cette question. On parlait bien social tout à l'heure. Effectivement, à l'arrivée du régime Talon, comme pour un certain nombre de secteurs, des mesures hardies ont dû être prises, comme dans le cas du programme de microcrédit aux plus pauvres. Parce que les informations qui remontaient faisaient état de ce qu'il y avait beaucoup de problèmes dans ce secteur. Et en termes de problèmes, qu'est-ce que l'audit a révélé? Les taux d'impayés étaient pharaoniques. Plus de 80% d'impayés parfois. Si vous êtes une banque et que vous faites des prêts à vos clients qui ne remboursent pas, vous allez faire faillite. BCB, c'est la banque publique. Et FNM, c'est public. Donc de la même façon, il y avait ce risque-là. Est-ce qu'il fallait laisser aller à la faillite au risque de compromettre les prêts qui peuvent aller à tout le monde ou bien réévaluer la situation? Quand on a regardé de près et qu'on a vu qu'il y avait parfois ces taux élevés d'impayés, on a vu à l'intérieur du système les systèmes financiers décentralisés qui opéraient. Sur à peu près 10, il y avait à peine 4 qui remplissaient vraiment les conditions de crédibilité et d'efficacité. Et le gouvernement a fait la réflexion de savoir, est-ce qu'il faut demander à ces 4-là seulement de reprendre l'activité et de reprendre seulement dans les départements où ils intervenaient, ou bien on attend de trouver le moyen de recruter d'autres, de faire venir d'autres acteurs pour lancer le projet en même temps au bénéfice de tout le monde. Vous en conviendrez avec moi que si on avait décidé de lancer dans des départements en attendant, on aurait enfreint au principe de l'égalité des citoyens devant la loi. On aurait subi aussi le procès d'avoir une certaine préférence pour telle ou telle région. Donc on a préféré attendre de remettre de l'ordre. Et l'ordre a consisté donc à choisir de nouveaux acteurs, à retenir ceux qui étaient déjà là, que nous n'avions pas choisi, mais compte tenu de leur performance, on les a reconduits. Et on a fait en sorte que d'autres, ils soient renforcés par d'autres. Et là, c'est reparti de plus belle. Mais je dois dire aussi que cette suspension s'inscrivait aussi, en même temps qu'on faisait l'audit, dans la perspective de l'avènement de l'Arche,
assurance pour le renforcement du capital humain, qui a 4 composantes, qui va beaucoup plus loin que les microcrédits et que l'assurance maladie seule qu'on avait voulu avoir sous l'ancien régime. Et donc, c'est en écoutant aussi les plaintes des populations qu'on a dit, en attendant l'Arche, avec l'audit qui a été fait, avec les mesures prises, les microcrédits peuvent être relancés. Et là, vous l'observez vous-même sur le terrain. Les prêts minimums, c'est 50 000 francs. C'est vrai que le gouvernement passé avait déjà amené de 30 000 à 50 000, mais nous avons autorisé aujourd'hui les SFD à faire en sorte que dans les zones où les systèmes financiers décentralisés, ce sont les intermédiaires entre le FNM et les bénéficiaires, nous avons autorisé ces SFD à faire en sorte que dans les zones où les taux de remboursement sont importants, le crédit soit d'au moins 100 000 francs. En même temps, nous avons essayé de renforcer le système pour faire en sorte que les individus n'aillent plus directement chercher, mais que les femmes soient organisées en coopérative, ce qui renforce les chances de remboursement. Et donc, c'est bien parti. La ministre des Affaires sociales et les responsables du FNM étaient à Bomé, dans l'Ouémé. Cette semaine, ils sont dans le Nord. Et donc, tout le pays bénéficie en même temps de ce programme. En même temps que c'est lancé, les premiers chèques sont remis aux bénéficiaires. Vous avez dit qu'il y a eu des impayés. Et que fait l'État pour récupérer ces sous? Vous avez dû suivre qu'il y a... Combien s'élève cette Voilà. De mémoire, si je prétends vous donner un chiffre, je pourrais passer à côté, mais croyez-moi, on a évoqué des dizaines de milliards. Des dizaines de milliards. Les sanctions sont prévues pour parce que ceux qui ont géré, cela fait 3-4 mois en arrière que le Conseil des ministres s'est penché sur la question et avait annoncé, demandé aux responsables, aussi bien du ministère que du FNM, de prendre les mesures à dire, y compris les mesures conservatoires pour rentrer dans les fonds qui n'ont jamais été reversés. Et des sanctions ont-elles été prévues, des poursuites pénales contre ceux qui ont gardé par devers eux cet argent et ceux qui le leur ont donné sans demander de remboursement? Évidemment que si les procédures doivent amener en justice, la justice appréciera et s'il y a des sanctions à infliger aux acteurs, elle ne manquera certainement pas de leur infliger. Très bien. Alors, vous parliez de l'Arche. Quelle différence entre ce nouveau système, si je ne m'abuse, de système de santé, d'assurance santé, et le RAMU que promouvait le président Boniaï? Le RAMU, c'était le régime d'assurance maladie universelle. Oui. Donc, c'était essentiellement l'assurance. Avec l'Arche, vous avez 4 composantes. Vous aurez un peu de formation pour les bénéficiaires. Vous aurez une assurance retraite. Vous aurez les microcrédits et vous aurez l'assurance maladie. Ça fait 4 composantes majeures. Assurance retraite, par exemple, parce que le candidat Talon l'avait promis et le président l'a réaffirmé. On veut faire en sorte que, au bout du mandat, la grande majorité de nos compatriotes puissent avoir droit à une pension de retraite. Je parle de grande majorité parce qu'en général, en dehors des travailleurs du public et du privé, et même dans le privé, parfois c'est hypothétique, et les gens n'ont pas d'assurance retraite. Il n'y a pas de retraite parce qu'on ne cotise pas. Donc on veut faire en sorte que les artisans, les petits commerçants, les paysans et autres, dans ce système-là, l'État va subventionner une partie et puis eux-mêmes vont se cotiser pendant qu'ils sont en activité, même les gens de l'informel, pour qu'une fois dans leur vieux jour, ils bénéficient d'un minimum en termes de revenus et donc une pension de retraite. Voilà l'objectif poursuivi à terme. Mais si vous permettez tranquille, la loi qui devait permettre la mise en œuvre de ce système a-t-elle été votée? Sinon, est-ce qu'il n'y a pas un risque à lancer les microcrédits avant que la loi ne soit votée? Non, les microcrédits existaient. Nous les avons checkés, donc inventoriés, et nous avons relancé. L'Arche va effectivement être assis sur un national digne du nom. Donc, en son temps, vous verrez que toutes les démarches préalables seront accomplies, les formalités levées avant que nous ne procédions au lancement effectif de ce programme ambitieux, ce programme majeur du quinquennat.
L'autre activité volée du programme d'action du gouvernement, c'est le projet emploi des jeunes. Quel est son contenu et en quoi ce projet impactera des milliers de jeunes qui sont sans emploi aujourd'hui dans notre pays? Oui, en fait, le projet emploi jeune, c'est un projet qui date de 2014. Donc, à proprement parler, ce n'est pas nous qui l'avons initié. Par contre, nous avons fait en sorte de l'améliorer et de donner les meilleures chances à tout le monde. C'est financé grâce à l'aide de la Banque mondiale. Actuellement, nous avons pour ambition, et c'est ce qui est assigné au projet, d'impacter 17 000 jeunes béninois répartis dans l'ensemble du pays et choisis équitablement. Équitablement, c'est surtout ça qui compte. Parce qu'avec nous, vous savez qu'on fait en sorte que quand il y a des concours, les mêmes chances soient garanties à nos compatriotes. Donc, par exemple, on a sélectionné 8 500, soit la moitié déjà. C'est des artisans. C'est des gens qui parfois n'ont aucune formation à la base. Ou c'est des gens qui ont peu de formation ou qui ont des diplômes de qualification professionnelle. Donc des artisans qui vont bénéficier de cette sorte de remise à niveau et ensuite d'un crédit d'installation pour se mettre à leur propre compte. Donc vous avez un cordonnier ici, un maçon là, un menuisier là. Ils vont faire cette formation et bénéficier de ce minimum pour ouvrir leur atelier et se mettre à leur propre compte. Donc 17 000 jeunes. Les 8 500 qui ont été retenus ont été tirés au sort parce qu'il y a eu des milliers de candidatures et c'est sous les services d'un huissier de justice que le tirage au sort a été fait publiquement. Publiquement. Donc personne ne peut dire c'est parce que X connaît le coordonnateur, c'est parce que Y connaît tel ministre. Tirés au sort devant tout le monde. Et les 8 500 à venir le seront de la même façon pour que les mêmes chances soient données à nos compatriotes qui expriment le besoin. Voilà en quoi consiste ce programme. Et nous espérons bien que les jeunes qui vont faire cette formation pour renforcer leurs capacités, une fois installés, ils seront plus compétitifs, plus performants dans leurs prestations et que nombre d'entre eux vont voir leurs entreprises se développer et vont même à terme pouvoir recruter d'autres, pourquoi pas. C'est tout notre souhait. Là, vous n'avez pas été précis par rapport à la cible. Est-ce des diplômés sans emploi qui seront... Mais je viens de vous dire, j'ai dit essentiellement des artisans et des jeunes qui n'ont peut-être pas de formation. Des gens qui ont peut-être des formations marginales. Ou même, pourquoi pas, s'il y a un diplômé sans emploi qui décide de se faire artisan et qu'il a le talent il peut être formé. Le plus important, c'est qu'il suive la formation. Et quand il aura reçu la subvention, qu'il se mette vraiment à son compte et qu'il commence à prester pour les populations. En parlant de ce projet Emploi Jeune, vous avez évoqué rapidement l'égalité des chances, en évoquant par ailleurs ce tirage au sort dont les bénéficiaires ont d'abord fait l'objet avant d'être donc choisis. Mais sous le régime Patrice Talon, on a déjà connu une annulation de concours, notamment à la Caisse nationale de sécurité sociale, et cela a fait jaser beaucoup sur les concours annulés récemment, et en tout cas plutôt par le même gouvernement Talon, concours organisé par le régime précédent. Qu'avez-vous à répondre par rapport à ceux qui pensent aujourd'hui qu'en termes d'égalité des chances, quand il y a de gros sous qui sont cachés derrière, que l'honnêteté n'est pas béninoise? J'ai parlé d'égalité des chances, je parlerai aussi d'égalité entre les gens. Et j'ai oublié de vous dire que l'ambition du projet, c'est de faire moitié homme, moitié femme parmi les bénéficiaires. S'agissant du concours, on doit tous à l'honnêteté de dire que le concours de la CNSS n'est pas un concours organisé par le gouvernement, pas même par les structures du gouvernement. Ah oui, la CNSS, c'est une instance autonome. C'est vrai que quand il y a eu des critiques, des rumeurs, le gouvernement s'est intéressé à ça pour écouter et voir de quoi il est question. Mais sinon, le concours que nous avons organisé jusqu'ici, c'est celui de l'année dernière qui nous a permis de recruter 6177 ou 6117 jeunes dans différents secteurs et tout le monde a salué ça. Nous avons lancé un deuxième concours qui a été organisé sur les mêmes bases de transparence. C'est le concours de recrutement de 80 auditeurs de justice. Et à ce niveau, justement,
pour vous rassurer définitivement du souci de transparence et d'égalité des chances. Tous les candidats sont venus composer à Cotonou, au lycée Koulibaly. Comme c'est des épreuves qui tiennent sur une ligne, le comité a décidé de ne pas gaspiller du papier en multipliant les épreuves. Mais les examinateurs avaient pour devoir de lire l'épreuve dans les salles. Il y avait 50 salles de composition. Il s'est fait que, dans une seule salle de composition, un des surveillants a mis un mot à la place d'un autre. Vous voyez bien. Ça veut dire qu'à l'arrivée, tous les candidats n'ont pas traité la même épreuve. Or, les tests sur la fonction publique disent que les candidats doivent subir les mêmes épreuves dans les mêmes conditions. Article 25 de la loi portant statut général de la fonction publique. Et donc, pour cette raison-là, par souci de transparence et par souci d'assurer l'égalité des chances aux candidats, il a été décidé que cette épreuve soit reprise pour tout le monde. Pour tout le monde. Certains ont dit au gouvernement, non mais vous pouvez faire court en prévoyant un corrigé type pour cette seule classe-là, pour le sujet qui a été lu. Mais d'autres ont dit non, il vaut mieux prendre nos précautions et permettre que tous les candidats aient leur chance. Parce que demain, ceux qui auraient peut-être bien travaillé dans cette matière, à côté d'autres qui auraient bien travaillé pour le sujet qui a été mal libellé, on peut nous dire, non, ils n'ont pas été évalués de la même façon. Et donc, ce souci de transparence, ce souci d'assurer l'égalité des chances à tous les enfants du Bénin, qu'ils soient de parents pauvres ou riches, qu'ils soient de milieux modestes ou aisés, nous a conduit à décider de reprendre cette épreuve. Et donc, le 15 prochain, tous les candidats sont invités à nouveau au lycée Koulibaly, rien que pour cette épreuve. Oui, mais Wilfried Léandre-Mbedji, là, il y a une responsabilité majeure que l'on peut imputer au gouvernement qui se prévaut de ses propres turpitudes pour avoir décidé de faire de l'économie. Combien de feuilles aurait-on distribué si une épreuve tient sur une ligne? On aurait pu mettre 4 fois cette épreuve sur une seule feuille et distribuer aux candidats plutôt que de prendre le risque qu'un examinateur, un surveillant ou un membre de l'administration aille commettre une telle erreur. Est-ce que ce genre d'erreur est prévu pour être évité à l'avenir? Monsieur Gbagidi, vous avez bien raison. Seulement, quand je vous ai parlé de soucis d'économie, je devrais aussi vous dire que le même souci de transparence a fait que, créant éventuellement des fuites, l'on a décidé de faire ainsi. Autrement, on aurait pu, ce matin-là, lancer la multiplication. Mais pour toutes les personnes qui sont là, qui sait quand est-ce que quelqu'un a pu flasher ou quand est-ce que quelqu'un a pu soutirer une épreuve pour donner à quelqu'un? C'est justement le souci de transparence. Mais je comprends très bien votre préoccupation et elle est fondée si on n'avait pas ce souci-là de procéder comme on l'a fait. Pour éviter les fuites, mais en même temps, pas souci d'économie, parce qu'on s'est dit, pour une ligne, s'il faut faire, ils étaient 2500 et quelques copies, bon, on gagne quand même quelques... Pour un État, c'est peut-être pas beaucoup. Mais pour le symbole, on gagne peut-être quelques centaines de mille de francs CFA à ne pas faire comme on aurait pu également faire. L'autre polémique enregistrée ces derniers jours, c'est bien celle qui concerne le prélèvement, je crois, de 8% sur le salaire à la pension. 2%. Je crois que c'est 2%, voilà, 2% sur le salaire de certains fonctionnaires d'État, sans que ces derniers ne soient informés. Non, vous voulez parler de cette affaire où on a laissé croire que le gouvernement de la rupture avait abaissé les salaires des fonctionnaires. Autrefois, c'était 6% qu'on prélevait. De quoi s'agit-il? Je suis entièrement d'accord avec les fonctionnaires qui, n'ayant pas été informés en amont, se sont surpris et ont critiqué et ont dénoncé. À raison. À leur place, j'aurais eu sans doute la même attitude d'incompréhension et j'aurais certainement critiqué. Mais de quoi s'agit-il? Et je dois avouer que c'est quand j'ai commencé à lire des critiques sur les réseaux sociaux que je me suis demandé de quoi il s'agit et j'ai alerté les autorités à divers niveaux qui ont mis les éléments d'information à la disposition de notre direction et ensuite nous avons organisé la ventilation et les émissions qui ont été faites. De quoi s'agit-il?
le Fonds national de retraite du Bénin, auquel sont assujettis les fonctionnaires, connaît un déficit chronique depuis que dans les années 80, seconde moitié des années 80, le régime du PRPB a gelé les recrutements d'agents permanents de l'État. Déficit aggravé ensuite par les réformes initiées sous le président Soglo dans le cadre du programme d'ajustement structurel, lesquelles réformes ont consisté en des milliers de départs volontaires de la fonction publique. Parce que le principe des caisses de prévoyance sociale, c'est que ce sont les travailleurs en activité qui cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Ce que vous et moi cotisons aujourd'hui permet de payer ceux qui sont déjà partis à la retraite. Et quand nous serons à la retraite demain, c'est ceux qui sont en activité qui cotisent pour que nous ayons nos pensions de retraite. Donc, le nombre de fonctionnaires a diminué et pendant longtemps, l'État a subventionné le Fonds national de retraite du Bénin. À telle enseigne que, malgré cela, nous sommes à des dizaines de milliards, 45 milliards à peu près, de déficit du FNRB. Le gouvernement, le régime passé, qui a bien pris conscience de la situation, puisque c'est ce régime qui, en 2008-2009, a commandité une étude pour évaluer la situation et suggérer des pistes de solutions. Et parmi ces pistes-là, il était question de toucher au code des pensions et des retraites. Jusque-là, dans notre pays, les cotisations étaient de 20% à raison de 6% de prélèvement pour les fonctionnaires et 14% pour l'État employeur. La solution préconisée a été de relever le niveau des cotisations pour les porter à 8% pour le travailleur et à 17% pour l'État, ce qui amènerait à 25%, un taux pratiqué par ailleurs dans d'autres pays de la sous-région. Il y en a même un où c'est 30%. Cette réforme initiée, le gouvernement d'alors a lui-même introduit son texte à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a voté le texte qui modifie le Code des pensions le 2 avril 2015. 2015. Curieusement, ce même gouvernement a décidé de mettre le coude sur la loi. Or, d'après les renseignements que nous avons eus, les tests, les études ont été partagées avec les acteurs sociaux et c'est ensemble qu'ils ont convenu de ce qu'il fallait mettre dans les tests. Et donc, la loi a été votée, le gouvernement a mis le coude là-dessus. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Je ne veux pas faire de l'analyse politique ici parce que je ne suis pas là pour ça. Mais toujours est-il que ce gouvernement ne l'a pas appliqué. On arrive, et vous savez très bien que quand une loi est votée régulièrement et que le gouvernement, pour une raison ou une autre, ne promulgue pas, le président de l'Assemblée nationale a la prérogative constitutionnelle de saisir la Cour constitutionnelle pour rendre exécutoire la loi. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec cette loi-là. Et la décision de la Cour est intervenue en août. La Cour a décidé que la loi soit appliquée dès qu'elle sera publiée au journal officiel. En août 2016. 2016. Donc, la publication du journal officiel est intervenue en novembre et la loi devait être immédiatement appliquée. Mais on a attendu jusqu'à avril, le temps pour les services des finances de faire les réaménagements qu'il faut pour que ça entre en application. Voilà ce qu'il s'est passé autour de cette question. Et donc, si on prélève non plus 6%, mais 8%, il s'entend qu'il y ait des variations sur les fiches de paye relativement à ce qu'elles étaient avant les prélèvements. Cela dit, je suis partisan de l'information proactive, même si les contingences politiques peuvent expliquer parfois qu'on traîne sur des informations. Mais dans ce cas-là, c'est éminemment social. Et je crois qu'on aurait dû, en amont, informer les travailleurs avec un communiqué, même si cela n'absout pas leurs organisations syndicales ou fêtières de leur passer l'information, parce qu'on enseigne aussi que nul n'est censé ignorer la loi. Et dès lors que la loi a été votée, il appartenait aussi quelque part aux organisations sociales d'informer leurs syndiqués. Donc, ça n'a pas été fait de leur côté. Le gouvernement aussi n'a pas eu la présence d'esprit très tôt d'informer qu'en application de telles lois,
vous pourriez constater les variations. Comment est-ce qu'un gouvernement aussi très bien organisé n'a pas eu la présence d'esprit d'informer Je viens de vous expliquer. Les responsables du ministère des Finances, peut-être pris par l'obligation de faire en sorte que la loi soit appliquée à temps, n'ont pas eu la présence d'esprit de voir ça. Sachant par ailleurs qu'il n'y a plus en ce moment dans les ministères des chefs cellules communication comme il y en avait. Nous avons des points focaux qui en général ne sont pas des professionnels des médias ou de la communication. Donc, vous observez les failles vous-même aujourd'hui. De l'intérieur, on le sait, on le dit, et ça va être corrigé, croyez-moi. Ça va être corrigé. De l'intérieur, on le sait. Donc, je suis honnête et j'ai ce devoir. La fonction ne peut pas me changer. Donc, je dois dire aux populations ce qu'il s'est passé et comment nous vivons ça. Les travailleurs auraient pu et auraient dû, en amont, être informés, aussi bien par le gouvernement que par les organisations syndicales auxquelles ils appartiennent. De toute façon, les travailleurs savent désormais... Mais vous permettez que je dise par ailleurs que cette réforme, elle a eu, on va dire, 7 pilules que certains n'avaient pas comprises. Mais depuis qu'il y a eu les explications, et je dois vous remercier aussi parce que vous nous avez aidés dans la sensibilisation en reprenant cette émission qui a été faite sur l'ORTB. Cela a contribué à éclairer les lanternes des uns et des autres. Mais elle a un aspect positif aussi, bien plus positif. Même si les prélèvements d'aujourd'hui sont jugés négatifs ou sont mal vus, c'est que la perspective de garantir aux travailleurs leur retraite, c'est ça qui est le fondement de ce prélèvement. Mais ensuite, avec cette loi révisée, les agents contractuels de l'État, qui sont beaucoup plus nombreux que les fonctionnaires, vont être reversés dans le corps des fonctionnaires. Et donc, il y a des avantages auxquels ils vont avoir droit qu'ils n'avaient pas, à savoir par exemple qu'ils ne pouvaient pas être promus dans certains postes, d'après ce que certains d'entre eux-mêmes m'ont expliqué. Et donc, on voit bien qu'il y a des avantages évidents dans cette réforme-là, encore une fois, qui aurait gagné en amont à être ventilé. Très bien. Nous avons également, depuis que le président Patrice Talon est au pouvoir, et surtout ces derniers mois, entendu parler de nombreuses suppressions d'emplois, Sonapra et puis plus récemment Libercom. Pourquoi, ministère de l'Agriculture, etc., pourquoi on a l'impression que le gouvernement s'acharne un peu contre les emplois? Le mot est trop fort. Sans doute. Vous savez, aucun gouvernement au monde, aucun, n'a intérêt à être impopulaire. Aucun. Mais je dis, si on est bâtisseur, on accepte de souffrir l'impopularité, le temps que les réformes portent leurs fruits et que les gens qui en ont souffert eux-mêmes vous disent « Ah, vous avez raison, vous nous avez tiré les oreilles, mais c'était pour qu'on se porte mieux. » Si les structures-là marchaient, quel intérêt un gouvernement responsable aurait-il à les liquider? Et pendant longtemps, on a fait du saupoudrage en injectant seulement de l'argent sans perspective. Vous avez donné 2 exemples. Sonapra, Libercom. Et puis après, vous avez dit c'est l'agriculture en général. Oui. Libercom, je vous mets au défi, vous deux, de me dire que vous avez une SIM Libercom. Moi, j'ai une SIM Libercom depuis l'an 2000. J'en ai eu par le passé. Vous en avez eu, vous ne l'avez plus. Non. Moi, j'en ai eu. Je l'ai depuis l'an 2000. Quand j'appelle des gens de Libercom, ils me disent « Oh, mais vous êtes un ancien. Vous avez encore ce numéro ?» Sérieusement, hein, ce n'est pas pour dire n'importe quoi. Je peux vous donner le numéro à l'antenne. Si je sors et qu'on m'appelle, je décroche. Donc, nous sommes combien à avoir Libercom? Nous sommes combien à soutenir ça? Et quand on vous fait le point patrimonial de Libercom aujourd'hui, si l'État décide souverainement, parce qu'il va dire c'est un outil public que je veux sauver, 150 milliards minimum. 100 milliards pour boucher les trous qui sont là. Et si on veut équiper bien, pour mettre aux normes, pour faire la concurrence avec les sociétés privées de GSM, une bonne 50aine de milliards, 150 milliards. Avouez que si on a 150 milliards aujourd'hui, on peut faire de bien belles choses en même temps qu'on restructure Libercom et que peut-être demain, il y aura un nouvel opérateur qui va arriver ici
parce que par ailleurs, on a assaini l'environnement en faisant adopter par l'Assemblée nationale le code du numérique. On a un nouveau cahier de charges pour les opérateurs GSM, toutes choses qui vont faire que les opérateurs vont devoir être beaucoup plus performants, mais en même temps, les règles du jeu sont assainies pour tout le monde. À l'Ibercom, il y a 89 agents. On est soucieux de leur sort, comme on l'a été pour la Sonapra. Et la Sonapra, c'est la même chose. Vous avez vu les résultats d'audit. Les gens de la Sonapra ont déjà tous reçu leurs droits. Mais pour qu'ils aient leurs droits, c'est l'agent de l'État. S'il faut attendre que ce qui reste, éventuellement la Sonapra, soit dégagé pour les payer, peut-être que dans 3 ans, on n'a pas fini la procédure. Parce qu'on aurait pu choisir la voie de la liquidation judiciaire. C'est une formule que le droit offre. En ce moment-là, les tribunaux vont apprécier, mettre dans la balance, ou sur la balance, les passifs et l'actif. Et vous verrez que le passif l'emporte largement. Il resterait l'actif qui va être distribué au prorata. Pour éviter ça, le gouvernement a mis en place une subvention. Et c'est ça qui a permis de payer aux uns aux autres la totalité des droits sociaux auxquels ils doivent aspirer. Ainsi, par exemple, quelqu'un qui est de la Sonapra et qui est dans un contrat de travail à durée déterminée, s'il a par exemple un CDD de 2 ans et qu'il a accompli 6 mois, il a reçu 18 mois de salaire intégralement pour couvrir le temps qui lui reste à passer dans son contrat. Celui qui est en CDI, tous les calculs ont été faits, il a eu ses indemnités de licenciement, indemnités de préavis, indemnités de congés payés. Et d'après les travailleurs de la Sonapra eux-mêmes, c'est le premier licenciement collectif à visage social qu'ils aient jamais vu. Et ils vous citent des exemples. Je ne suis pas là pour ça, mais c'est un fait. Ce n'est pas de gaieté de cœur que le gouvernement décide de liquider ces entreprises. Surtout que on connaît la situation du pays. On en a parlé au début. Si on sait que c'est ainsi, quel bonheur on peut ressentir à créer des malheureux. Mais ces personnes même savent, quand elles vous prennent en privé, honnêtement, je n'affabule pas, elles vous disent franchement, on savait très bien qu'il n'y avait pas d'autre issue que tôt ou tard, on finirait là. Et vous avez lu ces derniers temps, ce qui est écœurant dans l'affaire, c'est de voir que les fossoyeurs d'hier viennent pleurer sur la tombe de l'entreprise et donner des leçons. Quand on a été en position et qu'on a fait recruter ses parents et qu'on a fait recruter ses militants, parfois sans qualification, et on pouvait même donner des marchés à sa femme pour accumuler des dizaines de millions en quelques années, je pense que ces personnes-là devraient avoir la décence ou au moins avoir peur et du respect pour l'opinion publique en se cachant. Tous ces éléments-là, pourquoi il n'a pas pris en compte la période allant de 2006 à 2013? Vous avez tort de penser comme ça. Parce que la plupart, c'est ce que, en tout cas, vos détracteurs, comme vous aimez les désigner, c'est ce qu'ils pensent. Si vous suivez bien l'actualité, il doit vous souvenir que le régime passé a régulièrement eu recours, quand l'État décide de revenir dans le secteur, a eu recours souvent à la BOAD pour mobiliser de l'argent. La BOAD a fait un audit avec le régime même sur 2012-2013. Les années d'avant, il y a eu des conflits. Parce que ceux qui disent pourquoi on ne remonte pas à ça, ils disent que oui, le président Talon était dans le coton, il y a des choses à lui reprocher. Vous avez oublié qu'il a gagné tous ses procès. Il y a eu des procès sur ça. Le régime qui est passé avait tout loisir et il vous souviendra qu'on a consacré 2 conseils des ministres entiers à s'occuper de lui et à dire des choses qu'il a démontées les unes après les autres. Et les décisions de justice existent. Et donc, in fine, il n'y a rien à lui reprocher. Il n'y a rien à lui reprocher. Et ce qui a été fait, c'est dans l'ordre normal des choses, d'autant plus par ailleurs que pendant toute cette période hantée dont vous parliez, l'État n'était plus dans le secteur. Et si l'État n'y était plus, c'est depuis le président Kérékou, sur la base des réformes exigées par les partenaires au développement, Banque mondiale, FMI, qui a fait les réformes qui ont fait que il y a eu une interprofession et donc la profession était aux mains des professionnels. Dès lors,
quel intérêt d'aller vendre les professionnels? Si entre eux ne sont pas d'accord, ils portent leurs différends devant les tribunaux. Nonobstant, quand le gouvernement est arrivé, il y a eu des griefs et le monsieur a démontré à la face du monde qu'il n'y avait plus rien à lui reprocher. Le dossier a été jusqu'à la Cour suprême. Et donc je trouve que c'est vain. Et puis c'est de la politique politicienne que de vouloir chaque fois ramener parce qu'il a été dans le coton, il faut toujours nous tirer vers là. Non. Il faut qu'on avance. Et avancer, c'est constater que pendant les 3 années où l'État est revenu là, on a injecté 150 milliards dans la filière pour rien. Les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Et au contraire, ce fut la gabegie, le népotisme. Un exemple. Avant la cession de l'outil industriel de la Sonapra, le personnel était d'un peu plus de 300. L'outil industriel a été cédé, qui occupe une bonne partie du personnel. Comment vous pouvez comprendre qu'à l'arrivée, la Sonapra compte toujours plus de 300 personnes employées? Parce qu'il y a des gens qui, en fonction de leur pouvoir, ont décidé qu'on pouvait faire venir ses parents, on pouvait faire venir ses militants, parce qu'il fallait leur donner de l'emploi. C'est un emploi précaire, ça. C'est justement ça qui est précaire. Et c'est ceux-là qui n'ont pas fait du bien à leurs parents, justement. Parce qu'on aurait travaillé à faire vivre la société, dégager des ressources pour créer d'autres sociétés qui vivent et on aurait recruté plus de gens. C'est à ça que nous nous employons aujourd'hui au regard de ceux dont nous avons hérité. Est-ce ce genre de pratique qu'il y a eu au ministère de l'Agriculture, puisque tout au début du régime Talon, on a vu également au ministère de l'Agriculture certains agents manifester pour dire ils sont payés mais ils n'ont pas de travail, ils veulent avoir du travail. Et puis après, on a parlé de licenciements à venir ou qui se sont déroulés. Est-ce que ce sont ces pratiques-là que nous avons enregistrées là également? Oui, ce n'était pas des licenciements. Vous voulez parler du cas des 1045 agents? Non. Ils avaient été recrutés dans des CDD et ils étaient en fin de contrat. Et c'était pour avoir une maîtrise de la situation et éviter de se créer des ennuis que le gouvernement a décidé de leur notifier que leur contrat arrivait à terme. C'est ce qui a été fait, qui n'avait pas été compris par eux. Mais je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, puisque la filière coton est repartie, beaucoup d'entre eux avaient été utilisés par le ministère de l'Agriculture dans le sens d'encadrer les gens. Des informations que j'ai aujourd'hui, je sais que plus de la moitié d'entre eux ont été recrutés par les acteurs du coton aujourd'hui. C'est vrai que c'est pour ce que j'ai entendu, c'est des emplois saisonniers 6 mois au gré du cycle de production du coton. Mais c'est déjà ça, en attendant mieux. C'est déjà ça, en attendant mieux. Parlant de recrutement, si vous le permettez, James William Baguidi, le gouvernement a annoncé le recrutement de 10 500 agents, je crois toutes catégories confondues, et plus spécifiquement 1200 au niveau des forces de sécurité. Et pour quelle fin? À quelle fin? Je suis surpris que vous posiez cette question. C'est du social, vous voulez qu'on recrute. Je prends le cas des forces de sécurité. Nous savons un peu le salaire, combien les policiers gagnent à la fin du mois, après la formation à l'école de police, le gendarme qui sort de l'école et les moyens dont il dispose aujourd'hui. Je suis persuadé que les réformes qui sont engagées par le gouvernement, quand elles vont arriver à maturité et révéler leurs fruits, les conditions générales de travail et de vie s'en ressentiront positivement. Et donc, s'il y a des gens qui ont des niveaux de salaire aujourd'hui pas appréciables, ces niveaux de salaire vont sans doute connaître une amélioration. En attendant d'arriver à cette occurrence, il est important de pourvoir à des emplois. Dès lors que les réformes engagées ont permis quelque peu de stabiliser l'économie, parce que n'oubliez pas, le programme d'action du gouvernement est assis sur 3 piliers majeurs. Renforcer l'état de droit et la démocratie. Ensuite, engager la transformation structurelle de l'économie. Et enfin, améliorer les conditions de vie des populations. Nous avons fait des réformes justement pour engager cette transformation structurelle. Certaines d'entre elles ont commencé à montrer leurs effets. Et si nous décidons de recruter, c'est parce que nous avons réussi à faire des économies et à définir le chemin tel que les perspectives sont positives et nous permettent de recruter. Et donc, effectivement, en dehors des 6 000 et quelques qui ont été recrutés l'année dernière,
il y a des milliers qui vont être recrutés d'ici à décembre prochain. Il y a des fonctionnaires, il y a des ACE, étant entendu que les ACE, comme je dis avec la réforme du fonds, vont devenir également des fonctionnaires. Donc oui, je confirme qu'il y aura de nouveaux concours pour recruter des milliers de Béninois et je veux garantir à nos compatriotes que comme le concours que nous avons organisé déjà, je parle de ce gouvernement, tous les concours à venir seront sous le sceau de la transparence et de l'égalité des chances pour tout le monde. Que vous soyez de telle ou telle région, que vous appeliez X ou Y, que vous ayez un parent dans le système, cela ne vous garantira pas forcément la réussite. Que vous n'ayez personne, si vous avez travaillé, vous serez admis et vous aurez votre place dans l'administration publique. Permettez-moi, Wilfried Léandre Mbouedji, de revenir quelque peu en arrière quand vous parliez de ces suppressions d'emplois, quand vous parlez de la situation, notamment à la SONAPRA, vous avez fait des allusions. Moi, j'irais jusqu'à citer des noms que j'ai lus dans des journaux. J'ai entendu parler de députés actuels notamment Djenotin, notamment Bako, et de l'ancien garde l'ancien agentier national, Komi Kouché, qui serait impliqué dans des malversations autour du coton. Et puis, mais l'opposition, en tout cas vos détracteurs, ont dit que ces personnes dérangent aujourd'hui parce qu'il y a des perspectives politiques derrière. Il y a eu des élections pour les élections de 2021. Komi Kouché, par exemple, qui serait candidat à la présidence de la République et que l'objectif serait de lui barrer la voie. Qu'avez-vous à répondre à ça? Bon, j'aurais bien aimé qu'on ne s'attarde pas sur cette question, mais je vais vous dire que 2021, c'est tellement loin. Vous et moi n'en savons rien. Vous et moi n'en savons strictement rien. Un rapport d'audit n'est pas une condamnation judiciaire. Le rapport d'audit a relevé des incohérences, des malversations, des insuffisances aussi dans la gouvernance et a indiqué, désigné des personnes comme responsables de ces insuffisances et autres. C'est un rapport d'audit et pas autre chose. Le gouvernement qui a commandité l'audit en a pris possession, a pris acte et a informé. Le reste appartient à la justice. Et ce n'est pas sur les plateaux de télé, ce n'est pas dans les journaux, qu'en l'espèce, on se défend. La présomption d'innocence dans notre pays est une donnée constitutionnelle. Tant que ces personnes n'auront pas été jugées, que leur culpabilité n'aura pas été établie par les tribunaux à l'occasion de procès réguliers, elles sont présumées innocentes. Il reste simplement que si quelqu'un est cité, soit il fait comme ailleurs en gentleman pour laver son honneur, il se met lui-même à la disposition de la justice le moment venu, qu'on soit député ou pas, ou bien elle attend cette personne et quand la justice la convoque, elle se met à sa disposition, elle répond aux questions. Et vous savez, quand on a une justice indépendante dans le pays, je n'ai plus à vous le prouver parce qu'il y a eu des faits où on a pensé voir la main du gouvernement et vous avez vu que les tribunaux ont rendu des décisions en toute impartialité, blanchissant certaines personnes des affaires dans lesquelles elles ont pu être citées. Donc moi, je n'ai aucun doute que si demain, la justice fait son travail, elle dira X ou Y sont innocentes ou on n'a pas suffisamment de charges contre elles. Par contre, Z, A et B peuvent être retenus dans les liens de l'accusation. Et c'est en ce moment-là seulement que nous pourrons valablement opiner. Mais a priori, ce serait des procès d'intention. Et ce serait, à mon sens, perdre son temps. Le gouvernement qui se dit engagé dans du social récemment a mis du temps à remplacer le plateau technique de l'hôpital Lagune, l'hôpital de la mère et de l'enfant. Nos mamans ont été renvoyées vers d'autres centres et ça a mis des jours. Est-ce normal? C'est normal au regard de la façon dont le centre fonctionne. Parce que le gouvernement n'est pas dans le centre. Il faut que l'information remonte et il faut que les procédures, et vous savez ce que c'est, les procédures publiques de passation de marché. Encore que, dans ce cas-là, vous avez dû l'observer, le Conseil des ministres a autorisé l'acquisition de l'équipement en procédure d'urgence. En procédure... Après plusieurs jours, oui, plusieurs semaines de grogne. Nous en convenons. Mais vous savez que
il y a, à ma connaissance, il y a une ou deux structures ici que j'ai connues par le passé qui sont dans la vente de matériel hospitalier, les équipements hospitaliers. Je ne suis pas technicien. Je ne sais pas précisément ce qui était nécessaire et si c'était disponible ici. Je ne sais pas. J'ai été en conseil des ministres, j'ai entendu les débats. Le chef de l'État s'est préoccupé dès que c'est arrivé et a demandé que ça soit fait en procédure d'urgence. Maintenant, ce qui est important pour l'avenir, de mon point de vue, c'est veiller à ce qu'il y ait une maintenance assidue et qu'il y ait un suivi aussi efficace de nos équipements pour que, avant terme, l'on sache et que l'on remplace pour ne pas vivre les situations du genre de celles qu'on a vécues parce que c'est dramatique pour nos mamans, pour nos soeurs, pour nos parents d'aller dans un centre public qui doit être de référence et de s'entendre dire on ne travaille pas parce que équipement en panne. Ça n'est pas normal. Et nous avons foi que cela ne va pas se reproduire. C'est la raison pour laquelle, déjà même en prévoyance de ce genre de situation, le gouvernement a conclu un accord avec un partenaire européen, APHP, Assistance publique hôpitaux de Paris, pour nous aider justement à évaluer dans le domaine hospitalier, dans le domaine sanitaire, l'existant, l'état de nos plateaux techniques, inventorier les besoins pour rentrer dans une phase proactive qui fasse que les matériels, les équipements soient acquis en temps réel. Que quand nous allons vouloir construire de nouveaux hôpitaux, comme l'hôpital de référence qui va être construit chez vous ici dans Calavi, que les études les plus pertinentes soient faites, les projections aussi, afin que les bâtiments soient aux normes, que les équipements aussi soient aux normes. Donc, si nous avons signé ce contrat et depuis 3-4 mois, les négociations étaient engagées avec, c'est parce que justement, nous ne voulions pas qu'il y ait ce genre de situation. Et donc, je suis à penser que sur les prochaines années, ce sera un vieux souvenir devant nous, derrière nous, d'entendre que dans nos hôpitaux, on arrive à des situations où le matériel est hors d'usage et les populations ne peuvent pas avoir droit aux prestations auxquelles elles doivent s'attendre. Au Bénin, il n'y a pas d'expertise avérée pour faire ce travail-là. Le gouvernement est-il obligé d'aller signer un contrat avec une structure extérieure et quelle sera l'incidence financière de cette opération? En l'espèce, je suis persuadé que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. J'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas technicien du domaine. Je peux parier qu'il y ait quelques spécialistes de ça, mais la structure en question ne fait que ça. Et elle est connue dans le monde. C'est le souci aussi d'offrir le meilleur à nos populations qui fait que le gouvernement a recouru à cette entreprise. Et vous parlez de volet financier. Honnêtement, je suis très mal placé pour vous dire combien ça va coûter. L'assurance que je peux vous donner par contre, lorsque je suis en conseil des ministres et que je vois la façon dont le chef de l'État arbitre ces questions-là, quand il s'agit de l'argent public, même comment il tient à ce que des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de francs ne soient pas décaissés n'importe comment, je peux penser que nous avons fait en sorte que les intérêts du Bénin soient saufs dans ce dossier. Sauf si demain, vous me montrez le contraire. Oui, Ferdinand Humbedji, nous parlons de social, nous parlons de santé justement, et depuis quelques mois, les femmes allant dans les hôpitaux se plaignent de ce que la césarienne n'est plus gratuite. Elle est toujours. Et vous avez entendu les responsables en charge de ce secteur. Je ne veux pas entrer dans la polémique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'officines qui fabriquent de l'intoxication. Je vous mets au défi d'interroger les femmes là pour vous dire que ça coûte plus que ce qu'elles payaient. Parce qu'il y a une partie qui est subventionnée par l'État et il y a une partie prise en charge par les bénéficiaires eux-mêmes. On n'a pas changé ça. La césarienne, la contribution de l'État est toujours fournie. Il y a plein de dossiers comme ça. Hein. Par exemple, vous savez la question des subventions pour la scolarité des jeunes filles dans nos collèges. Mesure prise depuis 2008. Mais est-ce que vous savez que depuis 2008, le gouvernement n'avait jamais entièrement libéré les subventions pour les écoles? Nous, en 2017, on a libéré tout. Et on a payé arriéré de 2016. Tout. On a payé ça. Donc, parce que certains font le procès au gouvernement de ne pas être social, on s'accroche à des choses et on met en avant. La césarienne, si vous voulez,
Et là, je dis, c'est la meilleure manière pour vous encore de vérifier, parce que vous pouvez penser que Wilfried, de sa position, ne vous dira que ça. Or, vous avez bien vu tout à l'heure, là où je dois concéder que nous n'avons pas toujours bien fait, je vous l'ai dit. Donc, de la même façon, si c'était le cas, sauf si je ne suis pas informé, je vous dirai. Mais pour ce que je sais, les responsables, envoyez vos équipes et ils vous diront, ils vont vous montrer que le gouvernement n'a pas cessé de subventionner la césarienne. Nous jouons notre rôle, mais vous, je vous comprends en tant que responsable de la communication de la présidence, il est important d'éclairer la lanterne des populations et je vous comprends parfaitement, qui se font peut-être anarquer par certaines personnes. Je vous comprends parfaitement et c'est ça, et vous contribuerez aussi à ça si après mon passage, vous décidez de vérifier si c'est vrai. Allez vers l'agence et elle vous dira que l'État continue à subventionner la césarienne. Très bien. Parlons-nous maintenant d'autres mesures à portée sociale que le gouvernement Patrice Talon a initiées depuis qu'il est en place. Oh, pêle-mêle comme ça, vous voulez, je vous dis par exemple, nous venons de lancer le projet Bénin Taxi. Bénin Taxi, c'est déjà pour... Est-ce là vraiment un projet à portée sociale quand on sait que le coût minimal pour prendre le taxi de Bénin Taxi, c'est 1000 francs CFA. Et seulement 50 personnes, en tout cas, en même temps peuvent circuler. Voilà, 50 personnes ont été engagées pour le moment. Sur 300 seulement. Le projet, c'est pour 300 artisans, ils s'appellent ainsi, qui vont devenir propriétaires de leur véhicule au bout du contrat. Sur les 300, le concessionnaire a envoyé un premier lot de 50 véhicules. D'après les assurances que le concessionnaire a données au gouvernement, le reste devrait arriver avant la fin du mois de juillet. Avant la fin de ce mois de juillet. Si ça arrive, effectivement, donc les 300 qui ont été retenus, là encore, par appel à candidature dans la transparence, les 300 qui ont été retenus, qui ont été formés, vont entrer en possession de leur voiture. Mais en quoi c'est social? Une telle voiture coûte au bas mot 12 à 15 millions. Au bas mot, 12 à 15 millions. Le gouvernement qui l'a initié a décidé d'exonérer de douane et d'impôts l'acquisition de ces voitures. Le gouvernement garantit les prêts auprès des banques à des taux bonifiés, c'est-à-dire à des taux presque nuls. Presque nuls, des taux bonifiés. Et donc, à l'arrivée, cela fait à peu près 12 millions de francs CFA. Avouez déjà que chacun des 300 bénéficiaires pris individuellement aurait certainement eu du mal à mobiliser 12 millions pour aller acheter une voiture neuve. Même moi qui vous parle ici, ma voiture personnelle que j'utilise toujours, je sais dans quel état je l'ai achetée et je l'utilise toujours. Et on n'a pas souvent eu les moyens dans ce pays d'aller acheter du neuf. Donc l'État a fait ça. Le remboursement va s'étaler sur 4 ans. À l'arrivée, l'artisan qui a fini de rembourser, il devient propriétaire de sa voiture. Et il aura remboursé les 12 millions autour des 12 millions. Et avec les intérêts, c'est autour de ça. Il n'ira pas à 15, 16, 18 millions comme normalement cela aurait dû être le cas. Mais vous parlez du coût. 1000 francs la course, parfois même 3000 ou 5000 en fonction des zones. Vous avez voyagé un peu. Et tranquillement aussi en tant que journaliste. À Abidjan, à côté, quand vous allez là, vous avez les télétaxis. Depuis de longues années, depuis au fouet, vous avez les télétaxis. Les taxis, avons-nous la même culture attendez, Bénin Taxi ne veut pas dire que les taxis qui sont au Bénin actuellement là disparaissent. Non. Impossible. Bénin Taxi ne veut pas dire que les émigrants disparaissent. Non. Bénin Taxi, c'est pour une classe de Béninois, c'est pour une classe d'étrangers qui arrivent chez nous. Est-ce que vous pouvez rester chez vous ici là et appeler un des taxis ordinaires comme ça pour dire viens me chercher? Non. Mais il y a une plateforme pour Bénin Taxi qui fait que vous pouvez rester dans votre maison. Vous pouvez rester dans votre service et appeler le 130 et dire Bénin Taxi, j'aimerais que vous alliez me chercher et vous indiquer et le taxi viendra. Ça a un coût. Bénin Taxi, c'est des voitures neuves, climatisées, avec Wi-Fi à bord. Wi-Fi à bord, climatisé. Et donc, concéder qu'il y a tellement de commodités, c'est alléchant.
je piaffe d'impatience de garer ma voiture un jour, un week-end, et de prendre ça comme je le fais quand je voyage. Donc, c'est pour offrir un nouveau visage. C'est pour relever un peu l'offre dans ce domaine. Et nous avons foi que cela va marcher et que nos compatriotes qui en bénéficient à l'arrivée vont être propriétaires et vont poursuivre leurs activités à leur compte et que d'autres encore vont bénéficier de ça. C'est de cela qu'il s'agit. Vous reconnaîtrez donc avec ça que c'est effectivement du social. Vous voulez qu'on parle du social? Oui, mais d'abord par rapport à Benetaxi, une petite question. Benetaxi est déjà là maintenant, mais il y a d'autres, il y a ces étudiants, vous les avez évoqués, il y a ceux qui sont dans les taxis traditionnels, qui n'ont pratiquement déjà plus de clients, qui sont trop nombreux, dont les véhicules polluent l'environnement. Tout cela, que fait le gouvernement? Comment le gouvernement envisage l'avenir de ces gens-là? Mais c'est des Béninois. Et tout ce que nous faisons comme réforme, les actions que nous engageons, la finalité voulue, c'est qu'elles impactent au mieux la vie de tout le monde. Donc, d'une façon ou d'une autre, chacun trouvera son compte. Le gouvernement ne lutte pas pour faire disparaître les émigrants ou les taxis actuels. Le gouvernement a même été jusqu'à dire, et là encore c'est du social, toute autre personne, individu ou société qui veut installer une flotte de taxis bénéficie des mêmes exonérations. Donc vous, demain, vous pouvez dire, moi je vais acheter un véhicule neuf et je vais consacrer ça à taxi. Je vais prendre 10. Vous n'allez pas payer aux douanes ce que vous auriez dû payer, justement pour que cela vous arrive à un taux, à un prix que vous pouvez gérer. Le gouvernement n'a pas limité les exonérations là à Benetaxi. Donc vous, tranquille, demain, vous pouvez aller voir votre banque et dire, messieurs, mesdames de la banque, je voudrais quelques millions pour acquérir des taxis. Vous allez bénéficier de ça. Et vous pouvez déployer vos taxis dans n'importe quelle ville pour faire votre activité. Le gouvernement vous aura appuyé comme ça. Monsieur Wilfried Léandre Oubedi, en plus de toutes ces mesures sociales, il y a également celles qui concernent la mensualisation des bourses des étudiants, en tout cas des étudiants qui attendent toujours l'autorisation du gouvernement pour continuer leur activité associative. Au sujet de cette mesure, que doit-on comprendre? Ah oui, là c'est une belle occasion que vous me donnez de parler de ça. En plus, nous sommes bien dans Calavi, avec l'université d'Abomey Calavi qui est ici. Quand nous avons pris par là et que nous avons eu la chance de travailler pour mériter les bourses, en notre temps encore, les années 96 à 2000, il y avait des retards de 1-2 mois. Et déjà, nous, on était impatients. Parce qu'on fondait, en dehors des coûts de maison éventuels, on fondait notre vie sur la bourse. Donc, quand ça met 2 mois, 3 mois, ça chauffait. Et en ce temps-là, d'ailleurs, ils attendaient, on nous payait souvent ensemble 2-3 mois. Après nous, les choses se sont davantage dégradées. À ce jour, nous avons hérité d'une situation où des bourses d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans ne sont pas payées. Vous ne savez pas ça? Nous le savons. Et ça, c'est pas nous quand même. D'il y a 2 ans, 3 ans. Et on paye maintenant. Le gouvernement a décidé de donner un coup de pouce majeur aux étudiants en engageant la réforme pour la mensualisation du paiement des bourses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au ministère des Finances, au moment d'engager les salaires des fonctionnaires, on va engager en même temps le paiement des bourses des étudiants pour que, si c'est à la date 20 ou à la date 25, ou si c'est au plus tard le 5 du mois, qu'ils reçoivent leur bourse de façon mensuelle et qu'ils sachent que ça va arriver. Quand on a émis cette idée et que le chef de l'État a demandé ce jour-là, en Conseil des ministres, il a demandé, mais est-ce qu'on ne peut pas étendre la mesure en même temps aux étudiants béninois boursiers qui sont à l'étranger? Le ministre des Finances a dit, oui, monsieur le Président, cela est possible. Nous, il faut juste qu'on ait les noms. Figurez-vous que le gouvernement a demandé au DBSU à l'époque de lui fournir la liste des étudiants boursiers. Pendant des semaines, impossible d'avoir cette liste. Ça peut vous paraître bizarre. Et vous allez vous demander sur quelle base on paye les gens là-bas. Et pourquoi le gouvernement aussi s'est inquiété, a demandé, mais si on ne peut pas avoir la liste, comment vous vous débrouillez? Ils ont dit, nous, on s'en sort. Et donc, cela a été freiné
par l'indisponibilité de la liste des boursiers, une liste fiable. N'y aurait-il pas des fantômes dans je ne veux pas préjuger de ce qu'il y a, mais on n'a pas été en mesure de donner au gouvernement la liste. Or, si on a la liste, on a demandé aux étudiants, ils vont juste fournir leur relevé d'identité bancaire et ils vont avoir leur bourse virée dans leur compte. En attendant, qu'est-ce que nous avons fait? Demandez à vos frères, les boursiers de l'année dernière, ceux qui ont eu le bac, nous qui sont boursiers, on a commencé pour eux. On va le faire pour ceux qui vont réussir cette année, qui seront boursiers. Mais dès lors qu'on va avoir la liste au niveau de la direction des boursiers secours universitaires et que chaque étudiant va fournir son relevé d'identité bancaire, les bourses seront effectivement mandatées à chaque fin de mois pour qu'on n'ait plus à vivre les situations de telle sorte que 2 ans après, 3 ans après, les étudiants n'ont pas les bourses qui sont censées les soutenir pendant qu'ils étudient. C'est cela. Et avouez que quand, avec ce qui a commencé, c'est un pas, quand on va réussir à généraliser parce qu'on aura eu les listes, ce sera davantage un pas prodigieux à l'endroit de nos jeunes frères et sœurs qui sont dans nos universités publiques et qui bénéficient des bourses parce qu'ils ont travaillé pour les mériter. Parle maintenant pour aller, on va vers la fin de cette émission, des perspectives. De nombreuses annonces sont faites par le gouvernement, notamment dans le domaine du social. Mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup de réalisation, vous en convenez. Quels sont les délais? Quels sont les délais pour que les fruits commencent enfin à tenir les promesses des fleurs? Les Béninois sont impatients. Je pensais qu'après près de 90 minutes de développement, vous avez au moins changé d'avis. Nous posons les questions que les Béninois nous ont suggéré de nous poser. Vous posez les questions, nous essayons d'apporter les éléments de réponse et au moins, vous devez vous dire, ah, mais même si on ne savait pas ça, mais au fond, il y a quand même des choses qui se font. Donc, nous laissons la latitude aux populations. Cela devrait nuancer votre relance. Et donc, vous voyez très bien, avec ce qu'on a fait, et qui n'est même pas exhaustif, vous voyez bien que des efforts sont faits sur le plan du social. Mais en termes de perspective, ce qui va venir, c'est que vous avez parlé des emplois, les réformes, on a dit, et nous espérons que tout ça là va induire de meilleures conditions d'exercice même pour les entreprises, qu'il y en aura de plus en plus et qu'elles vont recruter des gens. Que tant que l'État pourra donner, rétrocéder, parce qu'il y a des rentrées, il le fera. Il y a une question, par exemple, celle des cantines scolaires. Les cantines scolaires. Oui. Elles ont été initiées dans notre pays par des partenaires au développement et puis après, l'État lui-même s'est engagé. Les cantines mises en place par le gouvernement, aujourd'hui, sont autour de 1574. C'est dans les écoles des zones déshéritées ou reculées pour maintenir les enfants dans les écoles. On parlait des procédures tout à l'heure. Les procédures ont fait que les années écoulées, ces cantines n'ont pas vraiment fonctionné. Et en 2016, elles n'ont carrément pas fonctionné. En 2017, elles n'ont pas fonctionné. Quand le président de la République a appris ça, il a convoqué en séance de travail les responsables du secteur et de discussion en discussion, il a eu l'idée de faire en sorte que les partenaires qui sont déjà là et qui s'y connaissent bien soient désormais nos interlocuteurs. Donc, on change de méthode et les ressources, l'État met les ressources à la disposition de ses partenaires pour éviter les lourdeurs des procédures de préparation des marchés. Et donc, pour compter de la rentrée prochaine, toutes ces cantines vont rouvrir. C'est 7 milliards d'investissements pour l'année prochaine. Ce mois-ci, la moitié, soit un peu plus de 3 milliards et demi, la moitié sera versée aux partenaires identifiés qui vont passer les commandes pour qu'à la rentrée, les cantines soient déjà en état de fonctionnement. Et en janvier 2018, l'autre moitié va être mise en place également pour assurer la deuxième partie de l'année afin que dans ces zones-là, les enfants puissent effectivement bénéficier des services de la cantine. Avant de conclure, on va recueillir votre avis sur un sujet qui en tout cas d'actualité internationale, une décision prise lors du dernier sommet de l'Union africaine qui entend prélever 0,2%, je crois, sur les produits, l'importation des produits non africains. Est-ce que notre pays, le Bénin, va s'y soumettre? Le Bénin est membre de l'Union africaine. En général, ce genre de décision, et l'internationaliste ici ne me démentira pas, ce genre de décision met quelques années à aboutir.
directives, c'est des ratifications, jusqu'à ce que nous sommes membres de l'Union africaine. Le Bénin était représenté au sommet, donc nous sommes comptables de la décision. Le moment venu, quand elle va entrer en vigueur, c'est qu'elle sera appliquée par tous les États, y compris le Bénin. On reproche au Bénin, bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop de temps, mais en quelques secondes de l'absence. En tout cas, notre président est souvent absent à des rendez-vous sous-régionaux. Ça, c'est l'un des reproches qu'on lui fait également dans notre pays, dans la sous-région aussi. Il a manqué plusieurs rendez-vous, en tout cas. Je veux vous certifier que s'il n'y avait eu cet épisode sanitaire, le président de la République aurait été à Addis Abeba. Cela avait été annoncé de vieille date et calé dans son programme. Mais vous verrez de plus en plus. Vous verrez la semaine prochaine dans notre pays, un chef d'État étranger, et pas des moindres, la présidente de la Confédération helvétique. Ça veut dire la présidente de la Suisse. Oui. Vous la verrez ici. Et c'est de ça que je parlais en disant que ceux qui sont pressés de voir le président, à l'occasion, au moins ils le verront, en attendant le 1er août. Voilà. Très bien, nous recevions donc Wilfried Léandre Humbedji, merci beaucoup. Vous avez une réputation collée à la peau, c'est celle pendant longtemps de celui qui se montre dans sa personnalité la plus honnête possible. Je pense que ce matin, en tout cas sur ce plateau, vous avez fait l'effort de l'honnêteté sur les questions qui vous ont été posées pendant donc cette émission. Notre invité nous a parlé de son actualité, il nous a parlé de la communication gouvernementale, il nous a avoué ce qui lui paraît comme avoir été des erreurs. Il nous a également dit que beaucoup de choses ont changé. Nous avons pu le constater par nous-mêmes d'ailleurs depuis quelques mois maintenant. Wilfried Léandre Humbedji nous a également parlé des mesures sociales, des nombreuses mesures sociales que le gouvernement Patrice Talon a initiées, mais qui ne se font pas voir aussi bien que d'autres. Et il nous a parlé également de l'Arche, il nous a parlé de la clarté des concours qui sont organisés au profit de l'État. Nous pouvons conclure avec lui que le gouvernement Patrice Talon, en 15 mois de gestion, est en train de mener une politique sociale positive. Cela devrait également être pris en compte dans le budget de l'année prochaine, dont on n'a pas eu le temps de parler, puisque nous allons vers la fin de cette émission tranquille à 4 Benoté. Merci à vous, James William Gbagidi. C'était donc dimanche politique. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Mais en attendant, retrouvez la rediffusion de cette émission sur Diaspora FM et sur Eden Télévision ce dimanche même, ce soir donc à 21h. À bientôt.